Avant de se mettre à l'heure espagnole, Monaco prépare son retour à la compétition. Pendant la trêve internationale d'octobre, Didier Deschamps et son staff vont concocter au groupe un match amical contre Bordeaux. La SM s'incline, mais l'essentiel est ailleurs. Il faut faire grandir ce groupe, l'accompagner vers le plus haut niveau. Car à son retour à la compétition, le calendrier ne va guère être simple pour les joueurs de la Principauté. C'est d'abord la JOCR qui vient se présenter au stade Louis II. L'équipe du sorcier Giroud est jeune, elle aussi, mais elle contient déjà les germes d'une génération dorée. Mexès Boumsong en défense centrale pour mettre au pas les attaquants adverses, le prometteur Bakary Sagna, l'indispensable Yann Lachuer, les virevoltants Olivier Capot et Bonaventure Kalou sur les ailes, et un redoutable finisseur en la personne de Djibril Cissé. Deschamps doit de son côté composer sans Zikos et Rodriguez blessés, et Bernardi, Evra et JV suspendus. C'est le moment pour lui de lancer plusieurs jeunes de la réserve, dont Jim Ablancourt. Le Réunionnais ne connaîtra pas une aussi grande carrière qu'André Aradji avec l'AS Monaco, bien qu'il l'ait lui aussi dans la peau, littéralement dans la peau. Plusieurs années plus tard, il racontera les dessous de cette titularisation. Je n'avais même pas fait la préparation d'avant-saison avec les pros, c'est arrivé en cours d'exercice. Je faisais mon dernier entraînement pour jouer mon match de CFA quand on m'appelle sur le terrain d'à côté. Bayo Shadogan venait de se faire les croisés, donc je finis la séance avec eux. Je pensais que c'était pour faire le plot, à la fin je rentre dans mon vestiaire et le coach de la réserve me dit « Non, prends tes affaires, toi c'est de l'autre côté ». J'y vais un peu intimidé, je prends ma douche, et puis je m'assois sans savoir quoi faire. Il fallait attendre que Didier Deschamps sorte de son bureau. Et là, je regarde la liste affichée sur le mur pour le match contre Serres, et je vois mon nom. Et je me dis « Aïe, 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 problème ». Et j'étais content, mais en même temps, je me demandais pourquoi ça m'arrivait, quoi. La veille du match, Adebayor m'avait briefé sur l'hôtel, la mise au vert, etc. On savait pas qui allait jouer. Je reçois un appel dans la chambre pour me dire que le coach veut me voir. Je pensais que j'avais fait une connerie, comme je me couchais tard et que je jouais à la console. Et là, il me sort un tableau noir personnel. Jim, tu joueras titulaire. Ouah. En plus, Djibril Cissé, Bonaventure Kalou est en pleine bourre en face. Je n'avais qu'une consigne, que Cissé ne voit pas le jour. C'est là où j'ai encore une autre vision du foot, celle des schémas automatisés. Mon rôle était de faire une chose précise, c'est tout. Si je fais plus, j'en prends la responsabilité. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, je déguste. Comme prévu, la rencontre est disputée. La tactique de Giroud est bien connue, le contre. Très vite, Auxerre mène par Kalou, et Monaco court après le score jusqu'à l'égalisation de Giuli en fin de match. À l'origine de l'action, un tacle rageur d'Ablancourt sur Cissé qui donne le ballon à Roten. Le reste appartient à l'histoire. Le 21 octobre, Monaco arrive au stade du Riazor en leader pour faire face à l'épouvantail du groupe. La SM ne tremble pas face au Deportivo et semble même retenir ses leçons. Contrairement aux rencontres face au PSV Eindhoven et à l'AEK Athènes, les Azuréens rentrent mieux dans leur match, pressent très haut et se procurent immédiatement de grosses occasions, sans parvenir à les concrétiser. Le match s'équilibre et les deux formations se rendent coup pour coup. Hélas, ce sont les rouges et blancs qui vont craquer en toute fin de rencontre. Pendant un quart d'heure, les Galiciens font plier les Monégasques qui finissent par rompre à la 83e minute. Servi dans la profondeur, Tristan devant Schillaci et met le ballon entre les jambes de Roma, qui ne peut le dévier suffisamment pour empêcher l'ouverture du score. À la fin de la rencontre, Deschamps se montre philosophe. On a été sous tension en fin de partie, et je suis très fier de mes joueurs, car ils y étaient et auraient même pu égaliser. Ça laisse des regrets, mais ça risque d'être encore plus compliqué chez nous au retour. Il flotte pourtant dans l'atmosphère un sentiment d'injustice. Pas moins de 5 situations ont été signalées d'un hors-jeu, alors qu'elles auraient pu aboutir à autant de face-à-face avec le gardien espagnol. Monaco se sait désormais fort et a l'impression d'être passé à côté de quelque chose de retentissant. Encore impalpable à chaud, Didier Deschamps ne semble pas percevoir le vent de révolte de son groupe face à ce qu'il considère
et ressent comme une injustice. Ce puissant sentiment de revanche est pourtant déjà là. Il est latent, et il n'attend que le match retour pour enfin exploser à la face de l'Europe entière. Pendant 15 jours, Monaco va alimenter ce ressenti. Nul besoin de victoire. Les ingrédients sont déjà là. Face à Sochaux, les coéquipiers de Giuli sont tenus en échec. Face à Marseille, en Coupe de la Ligue, ils ne cherchent même pas à défendre leur titre. Didier Deschamps se rend au stade Vélodrome avec la CFA. Courageux, les Minots doivent quand même s'incliner sur le score de 2-0. Enfin, face au Mans, fraîchement promu, Monaco est bousculé mais profite des circonstances pour s'imposer 4-2. Le score paraît flatteur, mais en réalité il n'en est rien. 2 buts contre leur camp de Cousin et Moléfé ont donné la victoire aux Monégasques. Fébriles, peu en forme, les Monégasques ont la tête ailleurs. Deux jours avant la rencontre, Didier Deschamps organise une mise au vert. Peut-être a-t-il senti que le moment était propice pour recentrer son équipe. Son discours devant les médias est prudent, trop peut-être. Nous ne sommes pas au niveau de cette équipe de la Corogne, elle a plus d'expérience, plus d'internationaux, ses joueurs évoluent ensemble depuis 5 ans. Mais en interne, Monaco a mûri sa vengeance. Le regard est tourné vers la Galice. Le déport est toujours aussi fringant et a eu le scalp du Barça et de Valence. En Liga, les Ibères n'ont encaissé que 8 buts en 10 rencontres. Rien ne peut prédire ce qui est en passe d'advenir. Si Deschamps se montre peut-être trop emprunté devant la presse, la formation espagnole, elle, affiche un peu trop sa décontraction. Une virée shopping le matin, il n'en fallait pas plus pour qu'éclate le désir de revanche des Monégasques. L'atrocité de l'improbable tunique orange des Espagnols sera proportionnelle à l'humiliation qu'ils recevront ce soir-là. Dans cette rencontre folle, Monaco va profiter de la moindre erreur espagnole pour la transformer en but. La formation du Rocher est privée de Morientes, blessé. Mais le 5 novembre, c'est le jour de Dado. Dans l'ombre de Nanda, puis de Morientes, le grand Dado Perso connaît un début de saison mitigé. Amené à compléter l'attaque dans le 4-4-2 de Deschamps, il subit déjà la concurrence du jeune Adebayor et est souvent le premier sacrifié lorsque Deschamps passe en 4-3-3. Ce soir de novembre, il va fêter son 29e anniversaire en grande pompe. Avec un quadruplé, il égale Marco van Basten, son idole, et Simone Inzaghi, un truqueur. Ce soir de novembre, les buts s'enfilent comme des perles. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Mais la Corogne n'abdique pas. À la mi-temps, Deschamps doit monter au créneau. Je me dis, on mène, mais ça reste fragile. On mène de 2 buts, certes, mais ils ont eu la grosse occasion avant la mi-temps. Il y a le score et il y a le jeu. À la mi-temps, je recadre donc. Indéniablement aussi, on est en réussite. Ils sont dangereux, mais ils jouent la ligne et ils sont placés haut. J'ai dit, là, on va en profiter. J'avais la petite mobilette Ludo Giuli devant pour leur casser les reins. Il avait 4-0, ils reviennent à 4-2. Ils sont vraiment... Rien les arrête, quoi. À 4-0 pour nous, ils reviennent à 4-2. Ils ont une occasion de 4-3 et sur le contre, on marque. Dado, il marque le 5e but. Je pense que c'est le 5e but qui les tue vraiment. Le récital continue en seconde période. Perso met le point final à sa plus belle œuvre. Au final, Monaco va inscrire 8 buts dans une rencontre de C1 pour la 2e fois de son histoire, après le 8-0 infligé à Swansea en 1991. La fête est totale et Monaco est la nouvelle attraction en Europe. Ils sont très passés à Roté, qui a une occasion magnifique de marquer un but. Un but de Jérôme Rotel, lui qui courait justement après. Face à Sergio. Sergio, qui a perdu Roger Molina reculé, c'est fini pour Molina sans doute. Si Juligan sont face à face et il le gagne 2-0 pour Monaco. C'est l'exploit de Ludovic. Très tôt dans le match, le corner, la tête, et le troisième but de Monaco, marqué par Dado Perso, qui avait déjà marqué une fois à Athènes, je vous le disais. De cette équipe, le quatrième, mais c'est incroyable. Le doublé de Dado Perso, c'est Georges Andrade qui a mis un ballon en chandelle, qui a trompé toute sa défense. Et c'est le 4e but pour Monaco contre la Corogne.